je remercie tout le monde d'être ici. Et justement, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir pour ce séminaire qui est consacré à cette intersection entre la culture et la santé, et notamment à la découverte des politiques publiques du ministère de la Culture. C'est justement un sujet qui résonne profondément avec les valeurs et l'engagement de la CMF. Notre réseau, comme la plupart d'entre vous le savent, il est composé d'ensembles musicaux, d'écoles associatives et des milliers de musiciennes et musiciens amateurs. Il contribue partout en France au lien social, au développement d'une société plus intégrée et au bien-être collectif. La musique, nous le savons tous également, est un formidable vecteur de la santé. Elle soutient le bien-être psychique, elle accompagne le vieillissement, elle stimule les capacités cognitives et favorise certainement la confiance et l'estime de soi. C'est dans ce contexte que nous avons ouvert cette année notre pôle de formation, d'ailleurs, dédié au handicap, afin de mieux accompagner les structures, les enseignants et les bénévoles souhaitant accueillir des publics en situation de handicap. Nous organisons à présent des formations en territoire, et je raconte ça parce que ça peut intéresser parmi d'entre vous, en partenariat avec MESH, pour faciliter l'accès à la culture comme droit fondamental et pour offrir à chacun des opportunités réelles à participer à la vie artistique. Et parce que comprendre un enjeu, c'est déjà agir, nous ouvrirons en 2026 notre observatoire sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans des pratiques musicales amateurs. Cet outil va nous permettre certainement d'identifier les obstacles, de valoriser les initiatives existantes et d'imaginer des pistes d'action concrètes pour faciliter les opportunités et développer évidemment la tolérance et le respect de la différence. Ce webinaire s'inscrit pleinement dans cette dynamique, mieux connaître les politiques publiques de la culture et de la santé, enrichit nos projets et nous permet de nous inscrire dans un cercle vertueux des synergies. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Magali David, qui est chargée de mission culture santé, médico-sociale et handicap, ainsi que chargée du pilotage de la politique publique nationale culture et santé au sein du ministère de la Culture. Merci Magali David d'être avec nous ce soir. Et je vous donne la parole, évidemment. Merci beaucoup, Jimena. Merci à toutes et à tous d'être là. Je vois qu'il y a ma collègue Virginie Bedotti, que vous connaissez tous, qui est présente aussi. Et puis, il y a des personnes que je connais déjà, et notamment Mathieu. Ça va être peut-être redondant un peu pour vous, parce que vous m'avez entendu vendredi au webinaire de RNMH présenter la politique culture et santé. Donc, bon, comme ça, vous serez parfaitement au courant de tout ce qui se passe. Il Et y vous a pourrez aussi, même... je me permets, il y a notre directeur, Mustapha Boudjemaï. Eh bien, enchanté, monsieur le directeur. En tout cas, enchanté à toutes et tous. C'est vrai que du coup, Bonjour tout le monde. on a peut-être, enfin, on n'a pas forcément le temps de faire un tour d'écran, mais peut-être que je peux faire une présentation, et puis ensuite, quand il y aura un temps de questions, enfin d'échanges, questions-réponses, peut-être que quand les personnes prendront la parole, vous pourrez vous présenter, puis comme ça, voilà, je pourrais mieux vous connaître. Alors, je vais vous partager mon écran, et puis comme ça, vous allez pouvoir suivre ce que je raconte. Ce sera plus simple pour vous. Normalement, vous voyez mon écran. Ouais, ok, super. Alors, hop. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez une question, vous voulez m'arrêter pendant que je suis en train de vous raconter cette belle histoire de culture santé. Si jamais vous avez besoin de m'arrêter, n'hésitez pas, hein, vous pouvez lever la petite main qui est au-dessus de votre écran.
Et puis, aussi, dans le chat, dans la conversation, il y a une petite bulle conversation au-dessus de votre écran. Vous pouvez, heu, voilà, écrire, dans le chat. Donc du coup, il y a encore des gens qui arrivent. Donc du coup, je vais vous parler de la politique publique culture et santé. Santé dans, sa globalité, donc au sens de l'OMS. Effectivement, comme disait Jimena, mon titre, le titre du poste que j'occupe aujourd'hui, c'est culture, santé médico-sociale et handicap. Mais quand on parle de, la politique publique, on dit, culture et santé, et voilà, c'est pas spécifiquement la santé, établissement de santé, mais c'est santé, au sens large. Bon, j'arrive pas à choper cette merde. Hop, je vais juste, désactiver les micros. Ou si vous pouvez désactiver vos micros, n'hésitez pas aussi. Hop, voilà. Alors donc, quelques mots sur la direction dans laquelle on travaille, Virginie et moi. C'est une nouvelle direction générale de la démocratie culturelle, de l'enseignement et de la recherche. C'est une direction qui a vu le jour le 1er septembre 2025, donc c'est vraiment tout nouveau. Avant, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez entendu parler de la DG2TDC. C'était l'ancienne délégation dans laquelle on travaillait. Cette délégation, elle a été supprimée au profit de cette nouvelle grande direction générale qui a regroupé nos collègues qui travaillent sur les sujets des tutelles des écoles qui sont sous tutelle du ministère. Donc voilà pourquoi il y a une nouvelle direction qui a été créée. Pour vous donner une idée de l'organigramme du ministère, parce que parfois quand on parle de ministère, on se dit, ouh là là, c'est les méandres des ministères, c'est toujours un peu compliqué. Donc un petit organigramme pour vous donner une idée de l'administration centrale, donc ministère de la Culture à Paris. Donc vous avez donc un secrétariat général. Vous avez des directions qu'on appelle des directions métiers, donc patrimoine, architecture, création artistique, médias, industrie culturelle. Notre donc nouvelle direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche. Et puis une petite délégation générale à la langue française et aux langues de France. Donc dans cette direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, vous avez donc plusieurs services, plusieurs sous-directions. Dans cette direction, il y a une haute fonctionnaire au handicap et à l'inclusion. Peut-être vous avez déjà entendu parler d'elle, elle s'appelle Marine Roy. Vous avez un service de la démocratie culturelle, donc c'est le service dans lequel on travaille Virginie et moi. On ne travaille pas dans les mêmes bureaux, mais on travaille dans le même service. Une délégation au territoire, où là, vous avez nos collègues qui travaillent sur les sujets quartier politique de la ville, ruralité, territoire ultramarin notamment. Service de l'enseignement et de la recherche, des sous-directions vie étudiante, recherche, etc. Donc là, c'est pareil, ça va être sur les sujets tutelle des écoles. Et puis une sous-direction des enseignements spécialisés, où là, vous allez retrouver les sujets qui vous animent, qui vous préoccupent aussi, puisque c'est à cet endroit-là qu'a été travaillée notamment la fiche référent handicap dans les conservatoires. Auparavant, les collègues qui travaillaient dans cette sous-direction, ils travaillaient à la direction générale de la création artistique. Donc aujourd'hui, on fait tous partie de la même direction générale. Donc on en arrive au vif du sujet, la politique culture et santé. Donc l'objectif de cette politique, c'est favoriser l'accès à l'offre culturelle et aux pratiques artistiques de l'ensemble des personnes hospitalisées, hébergées, accueillies en établissements médico-sociaux ou en situation de handicap, qu'ils soient accueillis ou non dans un établissement médico-social. Les bénéficiaires, ils sont assez larges puisqu'on retrouve donc les bénéficiaires dont je viens de parler, mais aussi les familles, les proches et le personnel des établissements de santé ou les équipes médico-sociales. Donc voilà, des bénéficiaires assez larges. Concrètement, cette politique publique, elle est interministérielle.
En administration centrale, donc au ministère de la culture et au ministère de la santé, il y a des agents qui travaillent sur, ce sujet de la politique culture et santé et on travaille donc ensemble. Donc très régulièrement, je vois mes collègues du ministère de la santé. On a, construit ensemble, un cadre, commun, qui se traduit, par la convention des conventions nationales, hein, que les ministres signent. On a aussi au niveau national des liens avec des acteurs nationaux, des associations, notamment. Vous avez parlé de Mèche tout à l'heure, Jimena, et typiquement, on a, un lien, régulier avec Mèche, mais aussi avec le RNMH, mais aussi avec l'APF France Handicap, mais aussi avec Culture Relax. Et comme ceci, on a, une trentaine, d'associations nationales avec qui on dialogue très régulièrement. Et on a bien sûr, dans cette politique, publique, un soutien aux projets. Donc là, c'est plutôt, dans les territoires que ça se passe, grâce aux DRAC et aux ARS, donc aux directions régionales des affaires culturelles et aux ARS. Je vais vous en dire plus tout à l'heure puisque, bien entendu, j'imagine que c'est ça aussi qui vous intéresse beaucoup. Au niveau des partenaires, donc comme, je vous le disais, lien avec le ministère de la santé, des solidarités et des familles. Il y a, 4, grandes directions, au sein de ce ministère. C'est un ministère énorme, mais il y a 4 grandes directions avec qui on travaille beaucoup. La direction générale de l'offre de soins, donc c'est la direction qui s'occupe des établissements de santé. Direction générale de la santé, donc c'est la direction qui s'occupe de la politique publique, en santé publique. Direction générale de la cohésion sociale, donc là, c'est, les collègues qui vont s'occuper des politiques publiques handicap, et personnes âgées. Et puis le pôle santé ARS, donc c'est, la tête de réseau des ARS. Donc comme je disais, des assos nationales et puis, bien sûr des réseaux nationaux. Vous avez sans doute déjà entendu parler des pôles culture et santé, qui sont dans les régions et qui aident à l'ingénierie de projets. Il y en a pas dans toutes les régions, dans quasiment toutes les régions et ils sont structurés en réseau qui s'appelle le réseau qui s'appelle Entrelacs. Le réseau Art, Soins et Citoyenneté porté par le, 3 Bicef à Aix-en-Provence et le réseau des ESAT artistiques et compagnies inclusives. En région, vous avez un partenariat très fort DRAC ARS, collectivités territoriales bien entendu, établissements culturels, établissements de santé et bien sûr le tissu associatif local. Et donc pour vous donner un historique de cette politique culture et santé, alors bien sûr, hein, des projets, culturels en établissement de santé, ça a pas débuté en 99, ça a débuté bien avant, il y a, des structures, qui ont, 40 ans et qui ont été, construites dans des établissements de santé. Je pense, donc au 3 Bicef notamment, qui est un centre d'art qui a été construit, dans un hôpital psychiatrique à Aix il y a une quarantaine d'années. Je pense aussi au théâtre de Bligny, dans le 91, en Île-de-France qui, pareil a été construit dans le cadre au sein d'un hôpital, il y a une quarantaine d'années. Mais voilà, la politique publique cadrée, signée par, des ministres, la première convention, donc cette politique publique, elle a vraiment été, cadrée, avec une première convention en 99. Au début, c'était uniquement, sur des projets culturels en établissement de santé. Donc plutôt on avait, souvent tendance à appeler, cette politique publique, culture à l'hôpital. Et puis, il y a eu une deuxième convention en 2010 qui a ouvert en fait, cette, politique publique, aux établissements médico-sociaux. C'était, plutôt, expérimental en 2010. Et puis ça s'est très, très fortement, développé, très vite et très fortement. Et puis, cette convention en fait de 2010, elle s'est trouvée caduque en 2019. Alors ça a continué pourtant, hein, il y a eu enfin cette politique publique, elle a continué, mais il y avait, plus de convention nationale, depuis, 2019.
parce que vacances de poste dans les administrations centrales, parce que voilà, la vie des services qui aussi, il faut maintenir cette dynamique interministérielle et c'est pas toujours simple. Et puis, quand les collègues ont repris en main cette politique publique, bah, Covid en 2020 et donc compliqué de travailler sur cette convention, cette troisième convention avec le ministère de la Santé parce qu'ils avaient bien d'autres sujets hem, entre 2020 et 2022, donc pas simple. Et puis, donc en 2023, moi, j'ai pris ce poste-là et donc un de mes, objectifs, c'était justement, reprendre contact avec, le ministère de la Santé et pouvoir, rédiger ensemble, une nouvelle convention nationale. Ce qu'on a fait, on a mis, 18 mois pour la faire parce que, on a, travaillé avec les DRAC, les ARS, mais aussi avec les associations nationales. Et donc, il y a une nouvelle convention nationale qui a été signée par les ministres le 21 juillet 2025. Cette convention nationale, elle, voilà, elle cadre une politique publique interministérielle, elle propose un chemin et des objectifs, mais elle est déclinée par des conventions régionales puisque tous les territoires, et vous le savez très bien, tous les territoires ont des besoins et des particularités, des besoins particuliers, des particularités. Et donc, du coup, ces conventions régionales, elles viennent vraiment travailler sur les besoins et les attentes du territoire, des territoires spécifiques. À Mayotte, c'est différent qu'en Bretagne, bien entendu. C'est des conventions qui sont signées par les DRAC et les ARS. Et dans certains territoires, les régions, les départements signent aussi ces conventions régionales. Cette nouvelle convention nationale, elle vient confirmer les bénéficiaires et donc intégrer pleinement le champ du médico-social, du handicap, mais aussi du bien vieillir. Elle ouvre fortement cette politique publique interministérielle aux collectivités territoriales pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Et puis, elle indique une attention particulière à la formation intersectorielle. Et bon, c'est pas noté dans le PowerPoint, mais on ouvre aussi à des projets d'innovation et notamment à l'accès à la culture et aux arts aux personnes qui sont maintenues à domicile. Donc voilà, là vous avez une petite photo des ministres qui ont signé la convention en juillet. Donc Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre en charge des personnes en situation de handicap, Rachida Dati, ministre de la Culture, et Yannick Neuder, ministre de la Santé, enfin ancien ministre de la Santé. Quelques exemples de projets. Donc, ces conventions régionales, elles développent, elles permettent de développer des appels à projets, donc un appel à projet culture et santé, et un fonds accessibilité. Dans certaines régions, le fonds accessibilité, c'est aussi un appel à projet, dans d'autres, non. C'est plutôt des projets qui sont identifiés par les DRAC, mais on y reviendra. Donc des appels à projets dans toutes les régions, qui sont pilotés par les DRAC et les ARS. Parfois, certaines collectivités y participent. Donc, suivant les régions, les appels à projets, ils peuvent sortir en fin d'année ou en début d'année. Vous avez certaines régions qui ont déjà sorti leur appel à projet 2026, d'autres qui vont l'éditer prochainement ou début 2026. Donc, ça dépend des régions. Il faut que vous puissiez regarder. Je vais vous mettre dans la conversation le lien vers la page internet où vous retrouverez tous les appels à projets de toutes les régions. Chaque région a un cahier des charges particulier. Comme j'explique, ça dépend vraiment de la stratégie territoriale des DRAC et des ARS et des besoins des territoires. Et en grosse masse, pour vous donner des chiffres, les DRAC et les ARS, elles soutiennent environ 1000 projets par an. Donc des projets qui permettent aux personnes hospitalisées ou en situation de handicap d'avoir un accès aux arts et à la culture. Et donc ça peut être voilà, sur tous les champs disciplinaires, un danseur qui va proposer des ateliers de danse dans un hôpital,
un écrivain qui vient faire des ateliers d'écriture dans un IME. Enfin voilà, c'est très très vaste, très large. Le ministère de la Culture, il soutient pour environ 5 millions d'euros par an de projets et les ARS sensiblement la même chose. Mais bien sûr, il y a d'autres dispositifs qui soutiennent des projets qui sont sur des périmètres santé et handicap. J'en ai mis quelques-uns que vous connaissez aussi peut-être. Il y a eu l'été culturel, il y a le fonds d'innovation territoriale. Il y a aussi d'autres projets qui sont soutenus par mes collègues justement d'autres bureaux qui travaillent dans la direction générale dans laquelle je travaille. Et puis le fonds accessibilité. Donc ce fonds, il permet de soutenir des outils d'accessibilité, donc d'acquérir des outils d'accessibilité dans les établissements culturels. Il y a environ 130 projets par an qui sont soutenus. C'est 1 million d'euros par an au national qui permettent d'acquérir ces outils. Et ça peut être pareil sur tous les champs disciplinaires, dans tous les lieux culturels, des tablettes, des maquettes tactiles par exemple dans les musées, des dispositifs en falc dans une salle de spectacle. Enfin, c'est vraiment très très large. Donc comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup, beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qui sont faits et qui sont soutenus. Mais c'est une petite politique publique et les budgets sont quand même assez minimes au regard des besoins. Et donc ça, on en a totalement conscience. On essaye, nous, en tant qu'agents, voilà, d'alerter les parlementaires et voilà, la ministre sur ces sujets, mais voilà, on a conscience des limites de ces dispositifs qui sont peu dotés. Néanmoins, on arrive quand même à faire plein de choses. En tout cas, vous arrivez à faire plein de choses et on arrive à vous soutenir quand même sur beaucoup de choses. Sur le fonds accessibilité, pour vous donner un exemple, la scène nationale de Cavaillon, elle a proposé à la DRAC un projet pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes qui souhaiteraient venir à la scène nationale d'avoir des dispositifs tels que des boucles magnétiques ou des gilets vibrants. Donc voilà, ça a été soutenu par la DRAC PACA. Et dans le cadre des appels à projets, la DRAC et l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes soutiennent un centre d'art qui est situé dans un EHPAD. C'est le centre d'art Les Blés d'Or, l'EHPAD Les Blés d'Or. Et donc, c'est des résidences d'artistes qui sont dans l'EHPAD. Donc, les artistes viennent, ils peuvent vivre dans l'EHPAD pendant plusieurs semaines, parce qu'il y a une chambre pour les artistes qui est réservée aux artistes. Et donc, ils font des ateliers d'art plastique plutôt avec personnes. Mais ça leur permet aussi voilà, de parfaire leur propre création avec tout ce qu'ils apprennent et tout ce qu'ils peuvent voilà, imaginer avec les personnes de l'EHPAD, qui vivent à l'EHPAD. Juste pour vous donner aussi un exemple de ce qui peut se faire en administration centrale et de comment on permet un accès à la culture pour toutes et tous. C'est des mesures culture dans le cadre de différentes feuilles de route ou stratégies interministérielles. Il y a une stratégie interministérielle pour les troubles du neurodéveloppement qui a été présentée par le président en 2023. Et la mesure culture, c'était la création d'un guide qui permet aux établissements culturels un meilleur accueil pour les personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement. Ce guide, je vous le mettrai aussi dans la conversation si vous voulez aller le regarder. Donc on a travaillé avec la délégation interministérielle à la stratégie pour les troubles du neurodéveloppement. L'idée, c'était vraiment de permettre aux professionnels de la culture d'accueillir au mieux les personnes qui présentent des troubles du neurodéveloppement. Donc comprendre les troubles, pouvoir voilà, savoir comment accueillir au mieux les personnes. Et l'idée, c'était pour cela de pouvoir créer ce guide avec des établissements culturels et des associations représentatives.
il s'est construit sur 2 axes du coup. Se familiariser avec les troubles du neurodéveloppement et leurs spécificités et puis donner des clés, des exemples concrets, des outils, grâce à des fiches thématiques avec des conseils très concrets, et faciles à prendre en main. Et si vous allez voir, ce guide, vous verrez, il y a des fiches pratico-pratiques. Donc il y a une partie des fiches qui sont faites sur l'idée du parcours visiteur. Donc comment renseigner le public en amont, comment accueillir le public et comment accompagner le public dans sa découverte, en autonomie. Et puis il y a des fiches, ressources, pour, chaque discipline. Donc le spectacle vivant, le cinéma, les bibliothèques, les musées, les expos. Voilà, et là, c'est mon contact et le contact de mon chef de bureau. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, vraiment à me contacter. Ce que je dis souvent, c'est que on répond à absolument tout le monde, donc vraiment n'hésitez pas. De toute façon, vous aurez, les contacts, enfin comme l'enregistrement sera, sur la chaîne YouTube, vous pourrez revoir le PowerPoint et puis nos contacts. Je vais arrêter le partage et puis comme ça, on va pouvoir, échanger. Je vais pouvoir répondre à vos questions et puis je vais vous mettre dans la conversation, donc les liens vers, donc le guide et puis, les pages, des appels à projets culture et santé dont je vous ai parlé, tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à, lever la main, enfin à cliquer sur la petite main, qui est en haut ou à poser votre question dans la conversation si vous ne voulez pas prendre la parole. Comme ça, je peux répondre à vos questions, sans problème. Tout d'abord, j'en profite pour remercier Magali et David pour cette présentation qui a été très riche, très complète, qui nous permet de saisir un petit peu les types de politiques qui se mènent au sein du ministère de la Culture et de manière interministérielle également. Et en effet, j'ai parcouru aujourd'hui la guide qui est super intéressant et qui approfondit dans plein sens, même toute la partie de financement, elle y est évoquée. Euh, et, et bon, je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole, poser des questions. Et juste pour Euh, rajouter par rapport au guide, vous allez voir dans le guide, il y a un petit lien, sur lequel vous pouvez, cliquer et dire, s'il y a des choses que vous souhaitez voir évoluer dans le guide, s'il y a des choses qui, sont à améliorer ou pas. On imagine faire une V2 avec, justement vos commentaires. Donc, vraiment n'hésitez pas s'il y a des choses qui, vous semblent pas appropriées ou qu'il faudrait creuser ou autre, n'hésitez vraiment pas à l'indiquer dans le petit formulaire, dans le lien. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou s'il y a des choses, qui doivent être précisées. Je vous ai mis dans la conversation, Amaury, merci beaucoup, a mis dans la conversation, le guide, et puis je vous ai mis dans la conversation aussi la page où vous allez trouver tous les appels à projets culture et santé, selon en fait, votre région. Donc, faut pas hésiter à aller voir. Si vous avez besoin d'avoir un contact dans votre région pour vous aider voilà, à savoir sur quel appel à projet vous pouvez candidater ou, pour, avoir voilà, discuter de votre projet. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail et moi je vous donnerai le contact de la conseillère ou du conseiller qui est référent santé handicap dans la région, dans votre région, et je vous donnerai aussi le contact, du pôle culture et santé, s'il y en a un dans votre région, qui peut vous aider justement, à monter votre projet. Donc vraiment n'hésitez pas selon vos régions voilà, à me demander, à me dire: «Est-ce que on peut avoir des contacts dans la région, de la DRAC, du pôle culture et santé ou même, d'autres, d'une asso, nationale qui aurait éventuellement, voilà, un siège, régional, dans votre région». Donc vraiment n'hésitez pas.
je me lance peut-être avec une première question un peu générale pour briser la glace et laisser d'autres voix apparaître petit à petit. Mais je pensais justement notre réseau qui est composé de beaucoup d'écoles et beaucoup d'ensembles musicaux amateurs et qui peut-être n'ont pas l'habitude d'inciter ou de favoriser l'accueil des personnes en situation de handicap. Quel serait un bon conseil justement pour commencer, pour ouvrir la porte à l'accueil de plus en plus élargi des personnes en situation de handicap? Ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est le mieux en fait, c'est d'arriver à vous rapprocher d'une, association, locale de personnes, représentatives, et essayer de comprendre, quelles sont les attentes, les besoins et puis, si vos propositions, peuvent être enfin, sont accessibles ou pas. Après, bien sûr, il y a plein de besoins spécifiques différents et forcément, une personne, sourde ou une personne à mobilité réduite, elle aura pas des besoins, elle aura des besoins spécifiques, différents. Mais en tout cas, c'est une bonne idée déjà de regarder autour de vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, quelle association, existe, et de pouvoir échanger avec eux et pouvoir, justement monter des projets ensemble. Alors, admettons, je dis n'importe quoi, mais si à côté de chez vous, il y a un IME, un institut, médico-éducatif avec, des enfants, qui sont accueillis, des enfants en situation de handicap qui sont accueillis, bah, peut-être prendre contact avec l'IME et leur dire: «Bah, voilà, nous, voilà ce qu'on fait. On aimerait accueillir, les enfants de votre structure. Est-ce qu'on peut, réfléchir, à comment les accueillir et que faire? Quel projet, qu'est-ce qui leur plairait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Est-ce que, il faut qu'on vienne dans votre structure? Est-ce que vous pouvez venir chez nous? Est-ce qu'on peut faire les 2?» Enfin, je pense que et c'est ça l'objectif de la politique culture et santé, c'est vraiment la coopération intersectorielle et pouvoir, arriver à travailler ensemble. Après, bah, c'est pas forcément simple parce que, bah, on n'a pas forcément, connaissance des secteurs dans lesquels, enfin, sur lesquels on n'a jamais travaillé ou avec qui on n'a jamais été en contact. Mais, bah, ça se fait, très bien et justement l'interconnaissance, c'est, la 1re chose, c'est vraiment l'interconnaissance et ensuite, monter un projet ensemble et puis après ça se fait, très naturellement et facilement et voilà et du coup, c'est pour ça que pour dans les régions, il y a des pôles culture et santé. Ça, c'est intéressant aussi de se rapprocher du pôle culture et santé pour, réfléchir avec le pôle, sur quel projet vous pouvez aller. Avec quel public? Parce que vous pouvez avoir des structures qui sont pas du tout adaptées, aux personnes à mobilité réduite et du coup, ça va être très difficile de les adapter, tout de suite. Donc bah, peut-être se dire: «Ben, quel public je peux accueillir dans ma structure?» ou moi, est-ce que je peux aller dans une structure pour, proposer un projet? Et ça, avec les pôles culture et santé, vous pouvez, le réfléchir. Ils sont là pour ça, hein, pour réfléchir à ces sujets ou même avec la DRAC, vous pouvez en discuter avec le conseiller ou la conseillère de la DRAC. Vous avez une très bonne vision d'ensemble. Ah, il y a Mustapha, il y a d'autres mains. Je vais laisser parler les collègues et je reviens plus tard, Mustapha. Pardon, oui, bonjour. Vous m'excuserez, je sors d'une grosse grippe, donc je parlerai pas beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire? Donc merci en tous les cas pour cette intervention et vraiment ça fait partie des axes sur lesquels notre réseau vraiment développe son implication de plus en plus ces dernières années. Ça fait vraiment partie je dirais, de ces objectifs de fond. Ma question, elle était de deux ordres. La première, c'est que notamment pour ce qui est des projets en région, donc qui seraient portés notamment plutôt par nos fédérations ou bien par nos structures locales. Et quand je dis les structures locales adhérentes, ça peut être des écoles de musique, mais ça peut être aussi, et même très souvent, des petites associations
qui gèrent des orchestres, qui n'ont pas de salariés, qui n'ont pas qui n'ont pas de salariés, qui ont parfois quasiment pas de budget hormis les cotisations, mais qui effectivement sont très investis dans les territoires, qui connaissent un petit peu les partenaires, qui ont même parfois déjà monté des actions comme celle-ci. Et nous, d'ailleurs, on les y encourage et on les accompagne. La difficulté sur ce genre d'appel à projet, c'est que il y a vraiment un problème de technicité, parfois de montage des dossiers, même si nos fédérations locales sont là un peu pour les accompagner quand c'est possible, mais même les fédérations, pour certaines, n'ont pas de salariés, etc. Et la deuxième des choses, c'est toujours sur cette idée d'appel à projet, c'est qu'elles n'ont pas forcément, je dirais, un budget en direct à mettre pour compléter un budget. C'est-à-dire que finalement, souvent, le rapport, c'est l'apport de leurs bénévoles, c'est l'apport de leurs projets, c'est l'apport de leur énergie, de leur volonté, éventuellement des moyens en nature. Mais donc, est-ce que il est bien entendu dans l'instruction des dossiers et que notamment par rapport à ce type d'opérateurs, d'acteurs, on n'est pas forcément avec des acteurs qui vont monter un projet dans lequel il y a une demande de financement à 20 ou 30% du projet parce que le reste va être apporté par des fonds propres ou autres. Donc voilà un petit peu la réflexion que j'ai sur les cas de figure qui peuvent se produire. Donc, est-ce qu'éventuellement il peut y avoir une prise en charge à 100%? Bien entendu, si tant est que le projet intéresse et qu'il est raisonnable et qu'il est bien étudié. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des conditions de cofinancement qui pourraient freiner? Et la deuxième question, c'est un peu le problème des appels à projets, c'est est-ce que effectivement, parce que les one shots c'est très bien, mais effectivement l'idée c'est quand même d'aller sur la durée. Est-ce qu'il y a quand même l'idée malgré tout enfin j'imagine qu'il y a l'idée, mais est-ce qu'il y a les moyens ou la façon de procéder derrière pour faire en sorte que les projets initiés puissent s'inscrire un petit peu dans la durée. Bon, on imagine bien que c'est pas qu'il va pas y avoir des financements sur 10 ans, mais je sais pas des démarches sur 2, 3 ans. Voilà, notamment quand il va s'agir de rentrer en contact avec un IME ou une autre structure, un ESAT ou autre, et puis instaurer une relation qui se tisse comme ça progressivement, etc. Voilà, ma deuxième question, c'est un peu sur la durée, quoi, et comment on peut accompagner dans la durée. Merci. J'ai beaucoup parlé par rapport à... Maintenant, je me tais. Merci beaucoup, pour vos questions. Et effectivement, sur l'ingénierie et le montage de dossiers qui est pas toujours simple et en plus, comme vous dites, bah, quand on n'a pas de salariés, qu'on a des bénévoles, ça prend du temps et c'est parfois, pas simple de savoir exactement, faut dire, comment et cetera. Et encore une fois, les pôles culture et santé, ils sont vraiment là pour aider les assos à monter leurs projets, à savoir, comment on écrit un projet et ce qu'on dit dans un dossier, ce qu'on dit pas, comment voilà, enfin, ce qu'on donne à voir dans notre récit en fait de ce qu'on veut faire enfin, ce qu'on veut faire concrètement, c'est quoi cette action qu'on veut faire. Donc là, les pôles culture santé, ils peuvent aider. Les conseillers DRAC, ils peuvent aussi aider, bien sûr. Et puis, mais vous avez dû le voir parce que Virginie, je sais qu'elle l'avait partagé, mais peut-être qu'elle pourra nous en dire un peu plus. Vous avez aussi des structures, je pense aux guides assos, des structures qui peuvent aider aussi les assos à travailler sur les projets, sur les dossiers des appels à projets. Donc, ça, c'est possible. Après, sur l'histoire de financement, donc légalement, l'État ne peut pas intervenir à plus de 80% pour financer un projet. Donc il y a forcément un cofinancement. Néanmoins, le cofinancement est quand vous construisez un budget d'action. Le cofinancement, il peut être tout à fait dans ce que vous dites quand vous avez dit l'apport du bénévolat, un local, par exemple, je ne sais pas, vous avez la ville
qui vous prête le local, ben, en fait, c'est considéré comme du cofinancement. Enfin, en fait, vous avez, c'est pas de l'argent sonnant et trébuchant, mais néanmoins, ça a un coût quand même, un Bon, on local. peut Et considérer le bas du tableau là sur les apports en nature, etc. et les bah, contributions volontaires, quoi. Ok, oui, c'est ça. Enfin, de toute manière, il faut même le mettre dans les bien sûr. contributions bénévoles. C'est très important que ça puisse Hmm, apparaître. Après, vous avez aussi la possibilité, si vous travaillez par exemple avec une structure médico-sociale ou une structure hospitalière, c'est important aussi de voir avec eux s'ils n'ont pas la possibilité aussi d'amener du fonds propre, parce qu'en fait, ça, bien sûr, c'est possible. Les hôpitaux, il y en a beaucoup, ils ont une ligne, en fait, un budget spécifique pour les actions bien culturelles. Donc, entendu. faut pas hésiter aussi, et ça, c'est important quand vous faites un projet de coopération avec une structure, d'en parler et de voir avec eux ce qu'ils peuvent amener, en fait. En termes de financement ou en apport en nature aussi. Et la troisième question, le troisième sujet de la pérennité des actions, effectivement, c'est quelque chose qui est très important, alors pour vous, mais aussi pour nous, puisque comme vous dites, bah oui, une action one shot, c'est bien, mais bon, c'est mieux quand ça dure dans le temps. Pour vous donner une idée, le fonds accessibilité, on peut soutenir un projet pendant 4 ans. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, une structure qui a, par exemple, admettons, une de vos structures, enfin une de vos fédérations a envie, je ne sais pas, d'acquérir un outil d'accessibilité. Je ne sais pas, par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais comme je parle, je pense musique, le conservatoire de Limoges, ils ont acquis un orgue sensoriel avec le fonds accessibilité. Bon, bah, si il y a un projet qui doit être financé sur plusieurs années, on peut le financer sur 4 ans, jusqu'à 4 ans. Donc ça, c'est possible. Il y a des projets dans les appels à projets culture et santé qui effectivement sont construits sur plusieurs années, 1, 2 ans, 3 ans. Parce que comme vous dites, bah, il y a certains projets, ça prend du temps et on a envie de mener plusieurs actions dans un projet. Et donc du coup, on construit le projet sur plusieurs actions et sur plusieurs volets. Et avec la raréfaction des fonds publics et des enveloppes budgétaires, justement, on va être beaucoup plus attentif aux projets qui sont structurants et qui vont avoir lieu sur plusieurs années que sur les projets one shot. Donc c'est plutôt plus intéressant pour vous, puisqu'en fait, si vous construisez un projet dans la durée, très structurant dans les territoires et avec plusieurs partenaires dans votre région, ça va être plus intéressant en fait de financer ce genre de projet, parce que justement, ça c'est structurant et c'est sur le long terme. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y avait Amaury qui avait une question aussi, ou une intervention peut-être. Bonsoir à tous. Merci Jimena pour la proposition, Magali pour votre présentation, c'est très bien. Également Mustapha pour la présentation du réseau CMF qui en effet illustre bien les particularités des différentes structures sur le terrain qui tissent le réseau dans toute la France. Et donc je vous parle avec plusieurs casquettes. Donc, je suis administrateur de CMF national. Je suis moi dans les Hauts-de-France. Et donc, très investi au niveau local dans l'association maintenant qui gère à la fois l'école de musique et l'harmonie, donc à Burbure, dans le Pas-de-Calais, pour donc à la fois permettre l'accès à la culture de chacun, mais on se rend compte depuis quelque temps qu'on doit faire peut-être davantage encore avec l'accueil des personnes en situation de handicap. Normalement, vous avez parlé des troubles du neurodéveloppement et moi, je le vis en étant professeur de tambour également le samedi matin avec un élève qui, à l'inscription, ne pensait pas qu'il y avait des soucis. Et rapidement, on a compris que c'était compliqué pour lui, avec des troubles d'agitation, tout ça. Certains professeurs voulaient l'éjecter et disent bah non, il n'y a pas sa place ici.
Alors, c'est toute la question finalement des moyens dans lesquels avec lesquels on a pour intervenir. Et moi, je considérais au contraire que quand je l'avais en tambour, il était calme. Il dit, au contraire, en fait, c'est une chance peut-être de lui permettre de pratiquer de la musique. L'autre casquette encore, c'est que je suis médecin à l'hôpital public et je dis souvent que la musique m'a construit pour permettre d'accéder au concours, tout ça, puis réussir mes études. Donc, je suis vraiment convaincu que la culture puisse amener énormément à nos jeunes et aux moins jeunes même, parce que je parle parfois des patients qui ont malheureusement la pathologie de la maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson. Faire pratiquer du rythme à quelqu'un qui a une maladie de Parkinson, ça permet de ralentir la maladie parfois de manière plus efficace que les médicaments. Donc, il y a plein de choses comme ça. Même chanter du chant auprès des prématurés, donc là, tout à fait un autre âge de la vie, c'est très efficace aussi pour aider le développement. Le chant choral aussi pour les vieux, enfin bref, l'expression. Je pense qu'on peut en mettre partout. Alors là, j'ai vu qu'il y avait 2 enveloppes, 5 millions, 1 million, c'est bien, c'est certain. De toute manière, tant qu'on n'est pas suffisamment structuré pour intervenir auprès de ces patients ou autres, on ne peut pas estimer, on ne peut pas vouloir plus, je pense, ce serait mal utilisé. Par exemple, quand j'étais médecin, j'ai demandé parfois des interventions de musiciens au sein des malades et on me dit c'est pas possible, alors c'est à titre gratuit, tout ça. Enfin, il y a des dispositifs qui sont pas connus et qui du coup mettent des... Ambroise pleure, c'est embêtant. C'est fait mal peut-être. qui mettent des barrières au développement des actions culturelles. Donc là, pendant la présentation, j'en ai profité pour transmettre à l'agent de communication de l'hôpital où je travaille pour dire, voilà, il y a des moyens à faire, il faut contacter la DRACT, on peut monter des projets, tout ça, parce qu'on a même créé une commission musique au sein de l'hôpital pour essayer de faciliter, d'aller même faire une sorte d'équipe mobile de la musique. Quelqu'un nous sollicite pour avoir de la musique à son chevet, et on déplace un musicien, hop, donc un soignant musicien qui vient à son chevet pour jouer. Mais bon, ça, c'était sur le titre bénévole, un petit peu sous la forme de débrouillardise, pour dire de faire passer un temps, peut-être calmer la douleur, où il y a tellement de choses à faire. Après, peut-être qu'il faut salarier un musicothérapeute pour faciliter les choses. Enfin, mais je pense qu'il y a plein d'actions à mener. Même, du coup, les questions un peu concrètes que j'avais, c'est surtout vraiment concernant l'accueil des élèves à des troubles du neurodéveloppement. On le voit, les catastrophes qu'entraînent les écrans dès le plus jeune âge aux enfants, puis de ce fait, tout ce qui se développe dans les années après c'est cataclysmique et qui méritent davantage d'attention. Ça, le fait de faire de la musique permet de les mettre un peu à l'écart des écrans, sauf quand ils sont sur Solfi, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça permet du développement harmonieux, je pense, d'une activité culturelle, une expression aussi corporelle. Mais comment les accueillir? Alors, j'ai bien compris qu'il fallait s'associer les associations locales, les IME, peut-être, ou des centres de référence pour s'aider. Mais en fait, et comme il a dit Mustapha, sur la durée, on a besoin peut-être d'un peu plus de référents ou alors de points d'accès auprès de certaines structures tutelles qui viendraient nous aider à former je sais pas, des référents handicap, bon, il y a peut-être avec le relais aussi des conservatoires ressources qui ont peut-être des enveloppes plus importantes, qui rayonnent sur les territoires, des choses à penser pour essayer d'être plus impactants, quoi. On part de loin, ça reste des populations qui sont quand même marginalisées, qui sont souvent la dernière roue du carrosse, et même la dernière préoccupation. Ça va, il y a des politiques culturelles et puis des politiques générales qui poussent à aller vers plus d'inclusion. Mais c'est compliqué quand il y a une latence auprès des structures, des professeurs, des élèves. Moi, vraiment, la première réaction qu'ont eu les professeurs, c'est mais il n'y a rien à faire ici, il faut l'exclure, quoi. Ça m'a un peu outré, mais bon, c'est peut-être mon empathie. Voilà pour les choses que je peux faire. Et concernant le dernier point, merci de souligner que les établissements de santé ont des budgets pour les actions culturelles. On a été sollicité il n'y a pas moins d'un mois pour aller jouer dans un EHPAD. Et voilà, on nous a dit, ouais, c'est gratuit. En fait, on ne pouvait pas se déplacer gratuitement, ne serait-ce que pour le frais du transport, ça, du matériel. Et après, comme l'a dit Mustapha, on déplace aussi beaucoup de monde déjà. Donc, bénévolement, ça a un coût.
l'énergie, tout ça, en temps qu'ils ne sont pas avec leur famille. Donc, on exige quand même qu'il y ait un minimum. Et de savoir qu'il y a quand même des lignes budgétaires là-dessus, ça nous permettra d'être peut-être plus facilement négocié, quoi, pour pouvoir aller y jouer. Voilà. Ouais, effectivement, enfin, vous avez bien raison. En fait, il y a pas, enfin, les structures et les salariés, les agents des structures sont pas assez formés, sensibilisés, et du coup, forcément, ça crée du rejet parce qu'en fait, on ne sait pas comment gérer, on ne sait pas comment accueillir, et du coup, on se dit ah ben non, mais je peux pas en fait. Et c'est vrai que c'est pour ça que on insiste beaucoup sur la formation, pour vous donner un peu des conseils où est-ce que vous pouvez trouver des solutions de formation. Alors, encore une fois, les pôles culture et santé font des formations. Parfois, ils font des formations gratuites avec des webinaires. Voilà, donc il faut. N'hésitez pas à suivre. Je vais vous mettre dans la conversation les pôles culture et santé. Hop, je vous le mets tout de suite dans la conversation. Comme ça, en fait, ils envoient des newsletters et vous pouvez vous inscrire sur les formations qu'ils proposent. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est dans le guide pour les troubles du neurodéveloppement là, que je vous ai présenté pour une culture accessible à toutes et tous. Vous avez plein de liens vers des formations gratuites, notamment en ligne, que vous pouvez faire, ou que vous pouvez proposer aux salariés ou aux personnes qui interviennent dans les assos ou aux bénévoles. Vous avez aussi des associations de personnes représentatives qui proposent des formations ou des sensibilisations qui sont gratuites en fait. Par exemple, je pense à la FF10, la Fédération française des 10, vers qui vous pouvez vous tourner et qui peuvent proposer une sensibilisation aux personnes de vos structures. Donc ça, c'est possible. Et puis, si vous avez des personnes qui sont agents publics, par exemple, et bénévoles dans vos structures, ils peuvent aussi se former via le CNFPT, par exemple, ou via des formations professionnelles. Donc ça, c'est possible, mais bien sûr, comme vous dites, alors, et il y a aussi, oui, voilà, je voulais vous dire la fiche des référents handicap en conservatoire qui peut être intéressant pour vous à aller consulter. Donc c'est une fiche qui a été réalisée par la Direction générale de la création artistique, donc, et qui a été réalisée avec des assos de personnes représentatives, mais aussi avec des assos type RNMH que vous connaissez bien, ou MESH justement. Et voilà, après, encore une fois, il y a des possibilités de formation, et faut-il encore que les gens aient envie de se former, et ça, je pense que oui, c'est peut-être que pour certains, ils seront réticents ou ils n'auront pas envie ou autre, mais je pense que s'il y a une impulsion de la fédération, de l'asso, d'autres collègues, ça. Enfin, après, les gens se sont embarqués. Puis, comme vous dites, une fois qu'on a appris à accueillir et à intégrer des personnes qui ont des besoins spécifiques, en fait, après, on se pose plus de questions et on se dit, OK, en fait, c'est bon, on sait faire et ça va le faire, quoi. Donc voilà, sur la formation, ce que je peux dire. Après, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà suivi aussi des formations et vous pouvez peut-être entre vous donner des conseils d'organismes de formation ou d'endroits où vous êtes formés, où vous avez été sensibilisés. Et je pense que ça aussi, c'est important d'avoir un réseau, comme le vôtre, c'est de pouvoir aussi se donner des conseils sur ce genre de questions, quoi. Et du coup, Jemina, vous vouliez prendre la parole? Je voulais juste rebondir à ce sujet parce qu'on vient justement de lancer, on a un élan justement avec ces partenariats avec MESH, et on tente d'installer cette voie de formation. On vient de faire une sensibilisation
ouverte, gratuite pour tout notre réseau. Et on est en train de former un territoire par le biais de la formation professionnelle surtout, qui permet de se faire financer et de ne pas devoir prendre les charges pour nos associations, sinon vont faire justement profiter du bénéfice du système. Et ça, vraiment, je vous invite à me contacter pour que l'on organise ça en territoire. C'est assez simple et on peut, au moins pour ce qui concerne la formation professionnelle, c'est très simple, oui. Il y a Mathieu Vellier qui voulait prendre la parole également. Bonjour à tous. Non, moi, c'était juste une petite contribution. Bonjour Magali, Virginie, bonjour à toutes et tous. Merci Jimena pour l'invitation. Moi, par rapport à la formation sur le handicap, donc moi, je travaille pour l'Institut français d'art choral. On essaye un peu de se mettre au niveau sur ces questions-là. Je suis référent handicap depuis peu. Peut-être que c'est une ressource qui a été évoquée, mais il ne me semble pas. Je voulais parler de l'organisme RHF, Réseau Handicap Formation, qui est une émanation, je crois, de la GFIP. Bon, c'est plutôt en destination des organismes de formation, mais moi, en tout cas, c'est vraiment une structure que je trouve super dans le suivi qu'ils font, dans les conseils pour aider les structures justement à se mettre au pas de ce point de vue-là. C'est vraiment intéressant en termes de formation ou même de réflexion sur ces questions-là. Voilà. Merci. Je vous mets dans la conversation le lien vers le site de la Fédération française des 10. Et aussi, vous avez des structures gratuites publiques qui peuvent vous aider sur les questions de l'autisme, les centres de ressources autisme. Alors, en Île-de-France, ça s'appelle le CRAIF, mais en fait, il y a des centres ressources autisme partout en France. Et typiquement, c'est des centres que vous pouvez contacter et qui peuvent vous proposer des formations gratuites, des sensibilisations gratuites. Enfin, voilà, ils sont là aussi pour ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y a et puis ce que disait Mathieu, il y a des petits, voilà, des tips aussi à vous donner entre vous. N'hésitez vraiment pas ou voilà, ou allez voir les assos ou les services qui peuvent vous soutenir sur ces sujets de sensibilisation et de formation. Ouais. Je vais essayer de vous trouver aussi la page des centres de ressources autisme partout en France. Je me permets de poser une autre question dans la foulée. et je disais tout à l'heure, tout au début, que c'est intéressant cette question de la synergie, que même dans le format même de la guide, et cette idée de concevoir un deuxième volume en écoutant les associations et tous les acteurs qui ont quelque chose à dire à ce propos. Et je me disais, vu que vous avez une vision d'ensemble, vous êtes justement, vous avez rédigé, entre autres, cette guide et que vous connaissez bien le réseau, est-ce qu'il y a des champs peut-être ou des zones de vacances que ce soit sur le trouble de neurodéveloppement ou d'autres types de handicaps ou des espaces que peut-être il y a des opportunités à saisir pour notre réseau et dire, bon, il n'y a pas autant de projets qui travaillent à ces sujets ou sur cet autre sujet. Vous voulez dire, est-ce qu'il y a des endroits en France où où il y aurait besoin de projets, c'est ça que, Non, pas des endroits concrets, mais sinon de types de handicap, par exemple, ou des types juste pour voir s'il y avait des sujets qui ne sont pas si fréquemment pris comme objet d'un projet, comme... Typiquement, c'est ce qu'on se disait, et d'ailleurs, Amaury en parlait sur les personnes qui sont à domicile, en fait.
donc hospitalisés à domicile ou maintenus à domicile sur les personnes âgées, ou même voilà les enfants qui sont en situation de handicap et pour lesquels on le sait, il y a des grandes difficultés pour trouver alors qui ne peuvent pas du tout aller dans une école ordinaire ou alors qui ne peuvent pas, enfin qui n'ont pas de place dans une structure spécialisée. En fait, comment on arrive à leur faire une proposition en fait pour accéder aux arts et à la culture à ces personnes, puisqu'en fait ils sont pas accueillis dans une structure, ils ont pas de possibilité de se déplacer ou très difficilement. Donc comment est-ce que on peut aller chez eux, leur proposer voilà un accès aux arts et à la culture. Et ça c'est des sujets qui sont complexes parce qu'en fait c'est des projets qui sont assez coûteux et puis ça demande aussi, enfin c'est pas rien d'aller chez une personne, comment on y va, comment ça se passe, est-ce que la personne va vouloir nous ouvrir, quelle posture on a à domicile aussi, donc ça c'est aussi tout un travail à faire. Il y a quelques structures, quelques associations qui travaillent sur ces sujets, mais ça reste encore assez, c'est un peu encore de l'innovation dans le sens où il y a très peu de projets enfin, qui s'intéressent à ces questions-là, enfin qui s'intéressent, si, ils s'y intéressent, mais en fait, il y a très peu de projets qui sont vraiment réellement mis en œuvre au domicile, en fait. Mais il y a quand même quelques structures. Je vais vous en partager. Je vous ai partagé dans la conversation un MOOC sur les troubles du neurodéveloppement. C'est un MOOC qui a été fait qui est sur la page de France Université Numérique. C'est gratuit. Et voilà, typiquement, c'est accessible. Et si les personnes ont envie de se former et de comprendre un peu mieux les troubles du neurodéveloppement, ça peut être fait très facilement au rythme de chacun, puisqu'en fait, c'est un MOOC, donc chacun le fait au rythme qu'il veut. Et sur le domicile, je vais vous partager un projet qui s'appelle Vieillir vivant. Et donc, c'est toute une démarche qui a été faite pour aller au domicile des personnes qui sont maintenues à domicile. Et il y a aussi quelque chose qui s'appelle Derrière le hublot. Hop, je vous le partage. Et il y a une association qui a monté un projet spécifiquement sur le domicile aussi, qui s'appelle Sapristi. Je vais vous le partager aussi. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est quand même assez rare et ça mériterait vraiment d'être investigué parce qu'en fait, avec le virage domiciliaire, on sait qu'il y aura de plus en plus de personnes qui seront à domicile et avec les problématiques justement pour les personnes en situation de handicap, les enfants notamment en situation de handicap, pour qui c'est très difficile d'aller en école ordinaire. Et avec le peu de capacité qu'il y a en établissements médico-sociaux, ça vaut le coup de se poser la question aussi. Hop, je vous partage tout ça, comme ça, vous pourrez regarder. C'est mieux de vieillir vivant, en effet. Oui, c'est ça. Le nom du projet est particulier, c'est clair. Voilà, je ne sais pas si Bon. vous avez s'il y a d'autres peut-être interventions ou questions. Et sinon, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions, besoin d'avoir des infos supplémentaires ou des contacts dans vos régions, n'hésitez vraiment pas à me demander. Merci beaucoup Magali. Sincèrement, ça a été hyper instructif. Je pense qu'on partage tous le même avis. Et bon, je salue la présence également de Christophe Morisseau, notre président, de Virginie Vedotti. Merci. On a été vraiment très entourés et on se sent très soutenus. Merci pour vous tous. Merci Et beaucoup à vous.
Merci Et beaucoup à vous de non. m'avoir proposé Ah, d'intervenir. mais c'est un plaisir. Merci d'avoir accepté et de partager ces informations qui sont vraiment très, très importantes pour notre réseau, pour pouvoir justement continuer à développer des projets qui soient en ligne et créer cette synergie qui nous intéresse également de construire avec d'autres acteurs comme le ministère de la Culture, par exemple. Alors, merci beaucoup à vous Eh bien, et pas de problème, je vous envoie l'enregistrement du coup, Jimena, et comme ça merci, oui, vous pourrez le le mettre diffuser. à dispo. Ouais, pas de problème. Oui, Et merci. merci à tous. Je vous remets mon mail dans la conversation. Comme ça, vous l'aurez tous. Et puis, n'hésitez pas. Hop, voilà. À Merci bientôt, très encore, bonne Maëlle. soirée. Au Belle revoir. soirée. Au Au revoir. revoir à tous. Au revoir.